suis une enfant de la classe moyenne, c'est pas pour dénigrer la classe moyenne, mais quand je suis arrivée à Sciences Po, déjà, franchement, l'histoire, la politique, j'avais des notions très vagues. Je savais pas qui était Raymond, enfin, je savais qui était Raymond Aron, mais je l'avais jamais lu, ou des choses comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment, en arrivant à Sciences Po, vous êtes confronté à des gens qui, eux, sont nés dedans, si vous voulez. Voilà, après, j'ai fait ces études-là, et puis j'ai toujours aimé la littérature. Ça, je sais pas, les livres qui ont compté, je peux vraiment pas dire ça. Parce qu'en plus, j'ai un problème, c'est que c'est souvent le dernier qui compte, si vous voulez. Donc, non, mais je veux dire, tous les grands livres de la littérature ont compté, non? Le Comte de Monte Cristo a compté, Balzac a compté, Racine a compté, je sais pas, plein de choses. Même Simone de Beauvoir, d'ailleurs. Il y a des rencontres, évidemment, qui ont compté. Et, je dirais d'abord qu'il y a eu Philippe Cohen, que j'ai rencontré, je l'ai rencontré avant, je l'ai rencontré très tôt, puisque il a été mon premier employeur. Il avait créé une agence qui s'appelait Zelig, et il s'était même mis en tête à un moment de faire de moi une journaliste financière. Alors là, bon, disons que quand même j'ai fait quelques papiers sur le monde de la banque et de la finance. Bon, et après je me suis tirée à Jeune Afrique, parce que j'en avais marre un peu de faire ça. J'avais réussi à faire quelques reportages, j'étais allée en Roumanie en 89, comme ça, j'avais sauté dans un avion avec un pote, et j'avais réussi à vendre 2-3 papiers, mais enfin c'était quand même une agence qui faisait des trucs éducation et tout ça, donc je me suis tirée à Jeune Afrique, et je veux dire que c'était pas mal aussi. Parce que je suis arrivée à Jeune Afrique, tout le monde parlait de la guerre du Golfe, vu que je suis arrivée à Jeune Afrique le lendemain du jour où Saddam Hussein est entré au Koweït. Et il n'y avait bien sûr aucune relation de cause à effet, mais je suis arrivée dans une rédaction où ils revivaient la guerre des 6 jours en espérant que... Et la guerre de 73, ils étaient tous complètement excités, et du coup l'Afrique, tout le monde s'en foutait. Et le patron a dit « Qui veut aller au Libéria ?» Et j'ai dit « Moi ». Voilà. Et je me suis retrouvée vraiment dans un truc bizarre. Mais bon, je ne vais pas vous raconter mes souvenirs de guerre. Donc, ce qui a compté dans ma formation, c'est beaucoup de rencontres. Et je dirais que du point de vue journalistique, si vous voulez, ce qui a été quand même déterminant, c'est à la fois des rencontres, notamment donc Philippe Cohen, mais aussi en Suisse, parce que je suis partie en Suisse à un moment, un homme qui écrit toujours d'ailleurs, qui s'appelle Alain Campiotti, qui est vraiment une des plus belles intelligences que j'ai rencontrées dans ce métier. Bon, puis je peux pas citer tout. J'ai rencontré la rencontre avec Jean-François Kahn aussi. Si vous voulez, rencontrer Jean-François Kahn, c'est de toute façon un choc. Et vous en apprenez évidemment beaucoup. Donc, je sais pas, c'est jalonné de choses comme ça. Voilà. Mais je dirais que une rencontre, oui, qui a été déterminante. Il y a eu Alain Finkielkraut, mais on est devenus amis on est devenus amis en fait plus tard, parce que disons qu'au début la Yougoslavie nous a quelque peu séparés, et continue de nous séparer d'ailleurs, on est capable de s'engueuler vertement là-dessus. Mais Muret, ça a été déterminant. Muret, la première fois que j'ai lu un texte de Muret, c'était un ami commun, enfin non, qui n'était pas un ami, qui s'appelle Georges Weber, qui était éditeur chez Gallimard à l'époque, qui m'a envoyé une de ses chroniques dans la revue des Deux Mondes, où il chroniquait, c'était Homo Festivus, qui est devenu, qu'il a rassemblé ensuite dans un livre appelé Après l'Histoire. Il a fait 2 tomes. Et je ne sais pas, le premier que j'ai lu, je crois, parlait des gens qui faisaient la course en roller le vendredi soir dans Paris, encadrés par des flics. Et j'avais déjà pesté contre ça, mais jamais j'aurais réussi à donner cette drôlerie et ce sens à ça. Et c'était ça avec Philippe. C'est-à-dire que tout ce qu'on voyait autour de nous prenait à la fois du sens, du ridicule. On passait notre temps à rire. Donc c'était une façon, je trouve... moi, il m'a appris à voir quelque chose en dessous, la comédie, quoi. C'est pour ça qu'il aimait Balzac, hein. C'est le dévoilement de la comédie. C'est ça le programme. Non, d'abord, je vais commencer par la fin. Non, je n'aurais pas cette prétention. Je pense que, si vous voulez, les mouvements idéologiques répondent pas comme ça à un événement, à un clic, à un bouquin. Il y a quand même quelque chose de souterrain, si vous voulez, qui se passe. Et à un moment, vous avez des gens qui arrivent et qui s'en emparent aussi. Mais dès le début, d'abord, je voudrais dire, moi, je ne me suis pas dit bâillonné. J'ai simplement constaté, je pense, qu'un certain nombre de thématiques, si vous voulez, étaient l'objet plutôt de procès, de procès en sorcellerie, de lynchage et tout ce qu'on a connu par la suite, et pas de véritable débat. Mais si vous voulez, je vous le dis aujourd'hui avec mes mots de maintenant, si vous voulez, parce que ça fait 15 ans qu'on observe le même phénomène. À l'époque, je me rappelle,
c'était le fruit de discussions avec Jean-François Colosimo, qui m'a beaucoup aidé à le formuler. Si vous voulez, on sentait bien ce qu'on appelait... C'est là qu'on a commencé à parler de bien-pensance, si vous voulez. Y a pas, et la première offensive sur les néo-réacs, c'est quoi? C'est 2002. Parce qu'entre-temps, on avait créé la Fondation Marc Bloch, de laquelle j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de nos camarades de l'Incorrect, y compris Jacques. Et c'était déjà une sorte de précauseur, si vous voulez. Non mais l'idée, c'était de réunir des gens qui ne pensaient pas forcément pareil, qui venaient pas forcément des mêmes horizons politiques, si vous voulez, et de faire un peu d'agitation d'idées. Donc on était déjà quand même, Plenel nous avait déjà identifiés comme les nationaux républicains. Régis Debray avait relevé le gant en disant bah, très bien, d'accord, nationaux républicains, ok, on prend. Donc en 2002, si vous voulez, ils m'ont pas mis dedans juste parce que j'étais une petite journaliste et qu'ils n'allaient pas me mettre au milieu de tous ces grands intellectuels, mais je peux vous dire que j'étais vexée. Et d'ailleurs, on a fait un dîner un soir dans un bistrot de Montparnasse. On savait pas très bien. Je me demandais s'il fallait faire une riposte collective. Et puis on s'est rassemblés. Donc j'avais rassemblé pas mal des gens épinglés par Lindenberg dans un bistrot de Montparnasse. Et il y avait Muret, avec qui on sortait d'une fâcherie en fait. Dont je ne me rappelle absolument pas l'objet évidemment. Et donc on s'est tous réunis, j'avais réussi à faire venir, je crois, oui, il y avait même Marcel Gauchet, c'est difficile de le faire dîner en ville. Et c'était assez marrant, et puis on avait sagement décidé, comme c'était quand même une bande d'individualistes foutraques, que chacun riposterait comme il l'entendait. Il y avait eu pas mal de textes, et Philippe avait fait un texte hilarant sur le petit télégraphiste, c'était Lindenberg. Parce que Lindenberg, après, il y avait des tas d'embrouilles du tout Paris intellectuel derrière. Si vous voulez, il y avait le centre Raymond Aron, il y avait Gaucher Nora. Enfin, il y avait toutes sortes de bagarres. Mais c'était assez amusant, en fait. Ça me manque un peu, ce genre d'épisode où on se met sur la gueule dans toute la France, où on discute. Non, mais c'est vrai. Parce que souvent, quand même, il y a quand même des débats qui étaient... c'est le moment où on peut avancer des points de vue. Donc, quant au maître censeur, si vous voulez, il me semble qu'il y avait... Je pense que une des choses qui m'a quand même fait réfléchir souvent, c'est le Front National. C'est le traitement qu'on faisait du Front National qui me semblait être totalement déconnecté de ce qu'on comprenait, en fait. Donc, et là, je dirais que Philippe Cohen a eu de l'influence aussi. Non. Ça, on me le demande des fois, on vous demande des fois dans les émissions de jouer un rôle. Ouais. Mais non, si vous voulez, des fois les mecs vous appellent et vous disent « Ah bon, tu penses vraiment ça ?» Mais il y a des gens qui le font en plus, qui disent « Oh allez, je me dévoue pour qu'il y ait du débat. » Mais moi, je n'arriverai pas à défendre des trucs que je ne pense pas. Ouais. Donc, mais ceci n'épuise pas votre question, parce qu'il y a réellement un risque. Je me rappelle qu'à la fin un peu de l'aventure Chevènement-Mentis, Todd avait fait un papier vraiment pas très sympathique à la Todd. Mais il avait dit une chose juste, il avait parlé de la ritournelle républicaine, du catéchisme. Ouais. Et c'était pas faux. Si vous voulez, c'est pas faux qu'à un moment, si vous voulez, l'idée que la République va être la réponse, que vous pouvez brandir le mot République et que ça va répondre à tout, évidemment, ça vous simplifie la vie, mais c'est pas une bonne idée. Et il y a aussi un risque, si vous voulez, pas tant... Quand on nous dit on dirigeait un autre politiquement correct, ça j'y crois pas beaucoup parce que je crois pas que le mouvement, le vent des idées souffle dans ce sens-là. Et je ne crois pas que l'anthropologie souffle dans ce sens-là. En revanche, ce que je constate, c'est que le sectarisme n'est pas, comme je l'ai longtemps cru, une exclusivité de la gauche et du camp du bien. Si vous voulez, du sectarisme, j'en vois un peu partout. Si vous voulez, la délégitimation de l'adversaire parce qu'il est de gauche avant qu'il ait commencé à parler, franchement, ça existe aussi dans ce qu'on appelle gentiment la réacosphère. Je préfère Réac Académie, personnellement. C'est un petit côté glamour. Moi, je ne suis pas une patriote des boutiques, si vous voulez. Il y a un moment, les boutiques successives ont épuisé un peu leur mission historique. Si vous voulez, je pense que le Chevènement était très important dans ce rassemblement, dans le fait de casser, si vous voulez, intellectuellement les clivages. C'était très important que des gens comme, je sais pas, Guénaud, et il y avait des communistes aussi. Comment il s'appelait, notre communiste? Il était super... qui avait dirigé Attaque à un moment. Bon, ça me reviendra. Mais il y avait que tous ces gens discutent ensemble, c'était très bien. Ça a quand même, si vous voulez, fait avancer, ça a quand même fait revenir, ça a contribué à faire revenir la nation
si vous voulez, par une porte qui n'était pas exclusivement celle du mal, du nationalisme. Donc ça, quand même, je vous trouve un peu injuste. Maintenant, de fait, politiquement, ça n'a pas donné grand-chose. Bon, il y a plein de raisons qui sont aussi des raisons de circonstances et peut-être de personnalité. Chevènement, c'est vrai que c'était un candidat pour les bac+6. Si vous voulez, non, mais il faisait des discours interminables. C'est pas le président de si vous voulez, l'époque ne voulait pas tout à fait ça, je pense. Mais je trouve pas que ça a été inutile. Et je trouve d'ailleurs que le travail qu'ils font avec leur fondation qui s'appelle Daoud, pardon, Respublica, merci. Je trouve que c'est un travail vachement bien. Ça a irrigué en fait, moi on en rencontre partout, hein, des gens qui étaient là-dedans. Si vous voulez, à l'incorrect même. Et à causeur, hein. Je crois que c'est plus cérébral, enfin c'est plus intellectuel que ça. C'est qu'on me raconte des conneries, si vous voulez. Et ça commence en réalité avant, c'est quand je vais en Algérie en 91, si vous voulez, et que je couvrais ça pour un journal suisse. Je me retrouve dans les demi-élections, vous savez, les élections où le fils a gagné. Et ici, si vous voulez, on voulait entendre qu'une faribole, c'était la faribole des démocrates algériens, qui pesait 3%, bien sûr. Si vous voulez. Et je me rappelle, il y avait une fille qui était candidate, qui était encore pour le deuxième tour, elle était du FFS, tout le monde l'adorait, médecin, elle s'appelait Fatima, tout le monde l'avait fait. Donc il m'envoie la faire, l'événement du jeudi, il m'envoie la faire. Et moi, pour faire ma maligne, c'était pas la candidate du fils, mais c'était la femme du candidat du fils, du coin d'Alger Centre, et elle était médecin. Et elle s'appelait aussi Fatima. Donc je fais un truc, les deux Algéries. Ils me disent, ah non, ça tourne Algérie. Ta nana du fils, elle ne nous intéresse pas du tout. Il venait de remporter les élections. Donc il y avait un truc où on projetait, si vous voulez, nos bons sentiments sur le conflit algérien sans rien y comprendre. Si vous voulez, et puis en se le faisant fariner, en plus l'Algérie c'est vraiment le champ clos des manipulations en tout genre d'ailleurs, de tous les côtés. Et on voulait un petit récit bien niais, bien gentillet, bien bébête, quoi. Donc, et après, ça a recommencé avec la Yougoslavie, si vous voulez. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt, si vous voulez, la Yougoslavie. Quand je voyais ce qu'on racontait, si vous voulez, j'étais au Kosovo quand les troupes de l'OTAN et des journalistes et des humanitaires sont arrivés, si vous voulez, en mars 99. Villiers Pasqua venait de gagner les élections ici, je me rappelle. Et il y a eu un espèce de déferlement comme ça, et alors chacun voulait son charnier, si vous voulez. Et à ce moment-là, on a raconté un immense bobard. Et tout le monde le prenait, et je me rappelle d'ailleurs, Jean-François Kahn, il le raconte souvent, il m'a complètement censuré un papier, parce que il me disait, de toute façon, elle avait raison, mais c'était pas audible. Bon, il m'a peut-être évité un lynchage qui est venu un peu après. Un lynchage, pas du tout, en fait. Il faut quand même que je remercie à un moment Edoui Plenel, parce que ce qui a fait ma gloire au départ, c'est quand j'ai écrit un article là-dessus dans le Débat, qui s'appelait L'insoutenable légèreté de l'information, qui a d'ailleurs horrifié Alain Finkielkraut, il faut bien le dire, et surtout qui a fait hurler le tout Paris parce qu'il était publié dans le Débat. Elisabeth Lévy, il s'en foutait. Et surtout, il y a eu un papier signé par trois éminentes personnalités. On les avait appelés les traiteurs de Plenel. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui s'appelait Potel, je crois. Donc on les avait appelés les traiteurs de Plenel pour dire que j'étais révisionniste, en gros. Et donc j'étais très contente parce que j'avais eu une page dans Le Monde pour répondre. Voilà. Donc ça, ouais, j'aimais bien ces bagarres-là, moi. J'aimais bien. Avec Philippe Cohen, on adorait Philippe Cohen. Il y a quand même eu un grand moment, si vous voulez, dont j'étais surtout la spectatrice admirative, c'est la bagarre du Monde. Ah bah oui, la face cachée du Monde. Ouais, c'était un séisme, hein. Personne n'attaquait le Monde. Et Plenel, c'était une terreur. Donc, d'ailleurs, franchement, là, peut-être que ça, Superbe commence à s'ébrécher, mais ça fait quand même longtemps qu'on vit dans la plénalisation des esprits, hein. On est certes dans un mouvement de recomposition, mais on a assez dit que le clivage qui orchestrait la vie politique n'avait pas de sens. On ne va pas maintenant pleurer sur sa mort, si vous voulez. On a vécu sous la terreur du mot gauche. Or, en 2 mois, il a disparu de notre vocabulaire. Pendant des années, ils se sont eux-mêmes empaillés. D'abord, il y avait « t'es pas de gauche, donc t'existes pas, tu fais pas partie de l'humanité », mais ils se sont empaillés entre eux pour savoir qui détenait la vraie croix, qui était le représentant de la vraie gauche, si vous voulez. Et maintenant, personne, c'est fini. Vous ne l'entendez plus, ce mot. Donc ça, je ne vais pas pleurer. J'aimerais bien qu'on ne recommence pas à droite, si vous voulez. Je suis la vraie droite. Je trouve que ça...
Écoutez, on l'a assez dit, le clivage droite-gauche n'avait pas de sens intellectuel ou plus de sens intellectuel. Il l'avait quand même assez largement épuisé. Si vous voulez, sinon, si c'est pour dire qu'il y a des gentils et des méchants, bon, on a déjà gentils et méchants d'ailleurs. Donc, effectivement, il y a une recomposition qui est certainement en cours, donc les choses sont un peu gazeuses, mais effectivement, la pulsion délationniste, si vous voulez, qui est à l'origine de Balance ton porc, la pulsion à la fois délationniste et victimaire, elle ne relève pas d'un... Elle est plutôt sur un clivage, je dirais, entre le progressisme, disons, et la continuité historique. Si vous voulez, elle s'inscrirait plus facilement dans ce clivage. En réalité, vous trouvez, sur Balance ton porc, les plus enthousiastes, ce sont les jeunes. Et c'est les jeunes branchés, si vous voulez. Ça, ils trouvent ça, les jeunes qui sont dans la modernité, dans le vent de l'histoire, les start-upers, etc., ils trouvent que Balance ton porc, c'est génial. C'est les gens du vieux monde comme nous, les gens qui veulent garder quelque chose du vieux monde. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout qu'on soit des délirants en cela, mais c'est ceux-là qui sont horrifiés, si vous voulez, par ce basculement, parce que ça, c'est ça l'ère de la transparence. Et ce matin, en venant, j'entendais en voiture l'émission média de France Inter. Et la fille a interviewé, ils m'ont reçu. Ils m'ont reçu après, quand Alex Vizorek m'a attaqué, ils m'ont reçu. Donc ils m'ont donné le dernier mot en plus. Donc je peux pas. Mais la fille reçoit Ginola parce qu'il y a une émission dont un des jurés, une Starac ou un truc comme ça, je sais plus pas laquelle, ou Balance ta star, je sais pas, non mais. Bref. Un des jurés, qui s'appelle Gilbert Rozon, a été accusé d'agression sexuelle. Ils ont donc remonté le bazar, ils ont remonté tout le truc, et pour que les fans ne soient pas déçus. Et alors elle interroge le mec, pendant toute l'émission. À aucun moment elle lui dit que quand même il y a un petit problème, c'est que le type a été donc jugé avant qu'il y ait un procès, que donc il a été, et que par ailleurs c'est quand même un procédé dont on peut dire sans exagération qu'il est juste stalinien. C'est quand même de virer Kevin Spacey des films, si vous voulez. Là, il y a quand même un truc. Eh bien, la fille qui fait l'émission média de France Inter, elle a passé un quart d'heure à demander à David... Alors, elle lui a dit quand même, vous avez fait un petit propos introductif, vous avez dit, on a eu un problème, mais pas quel problème. Donc, l'autre a bafouillé des réponses dont elle s'est contentée, mais en un quart d'heure, elle n'a pas été capable de lui dire, si vous voulez, à aucun moment que le type n'avait pas été condamné. Si vous voulez, ça va tellement, c'est tellement fort, c'est que même cette simple objection de bon sens quand même, si vous voulez, ne lui vient pas. Et lui, il dit, on a tous été très secoués, le public, les machins, les producteurs, etc. Et le mec, alors là, lui, ça y est, il y a eu une accusation, c'est mort. Et donc, on est quand même en train d'entrer dans une quatrième dimension et la droite et la gauche n'ont rien à voir là-dedans. Je veux dire, que je sache, Bruno Le Maire n'est pas un type de gauche. À moins que gauche soit synonyme de lâche, et ça, excusez-moi, je n'en crois pas un mot. Donc, non. Et par ailleurs, il reste, si vous voulez, quand même ce qu'on n'appelle plus l'extrême gauche, puisque même ne l'utilise pas. Mais les insoumis, c'est quand même une gauche, c'est quand même une forme de gauche. On peut pas. Ça n'a pas complètement disparu. Mais cela dit, la disparition du mot, je pense, d'abord, ça nous fait des vacances. Et, non, mais c'est vrai, j'en ai marre de ce totem. Si vous voulez, un totem qu'on agite tout le temps, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, je dois avouer que le boulot de mettre des mots, si vous voulez, sur les nouveaux clivages, sur les nouveaux groupes qui sont en train de se former, c'est pas si simple. C'est pas si simple de les décrire, et voilà. Il ne faut pas être absurde. Il y a des signes religieux qui sont des signes culturels. On le sait très bien, si vous voulez. Je pense que les catholiques devraient arrêter, si vous voulez, avec la cathophobie et tout ça. On en a déjà discuté, parce que plus ils se cramponnent à leur statut de religion, si vous voulez, plus ils perdent leur statut de culture. Donc ça me paraît, franchement... je veux dire, par exemple, je suis évidemment pas pour qu'on enquiquine les sapins de Noël. Je suis pas pour qu'on mette une crèche à l'intérieur d'un bâtiment public, si vous voulez. En tous les cas, je ne ferai pas la guerre pour ça, voilà. Mais ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il faut surtout défendre la laïcité là où elle est menacée.
Voilà, ça ne me dérange pas. Si vous voulez, je sais que chez les cathos, on a des débats sur la laïcité. Bah, débattez, débattons. Mais moi, je suis plutôt je veux dire, moi, je suis pour une laïcité un peu à la dure, un peu à l'ancienne, si vous voulez, parce que on en soupe un peu de toute façon des discours religieux. J'en ai marre de voir des curés à un moment. Enfin, ça a un peu passé, mais sous Sarko, je veux dire, il y avait tout le temps dans la cour de l'Élysée des imams, des curés, des rabbins, ça va là. Oh, je veux dire, moi, si vous voulez, je suis quand même pour qu'on maintienne un peu tout ça en dehors de l'espace public. Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'ailleurs, si vous voulez, par exemple, les juifs religieux ont dû renoncer à un certain nombre d'accommodements parce que quand ils les demandaient, je me rappelle quand moi j'étais écolière, mon frère, il allait à l'école le samedi, il n'écrivait pas. Mais plutôt que d'aller à l'école juive, finalement, il arrivait à. Mais parce que par ailleurs, il n'y avait pas de revendication, si vous voulez. C'était on demandait, on obtenait un truc, et puis on la ramenait pas, et on essayait de bien travailler par ailleurs. Mais maintenant, de toute façon, c'est devenu impossible. Donc voilà. Donc je suis. Si vous voulez, si on était, c'est aussi une question de climat et d'époque. On est dans un moment, si vous voulez, où on a une offensive. On a une offensive islamiste. Et si on veut, si vous voulez, être légitime pour contrer cette offensive islamiste, il faut la contrer avec tout le monde. On n'est pas, voilà. Donc je pense qu'il faut être, oui, parce que, mais la défense de la laïcité ne suffit pas comme seule ligne de défense, à mon avis, face à l'islamisme. Non, mais si vous voulez, il y a deux choses, les basculements dans un sens ou dans l'autre, ce qu'on a appelé droitisation. Si vous voulez, évidemment, à partir du moment où c'est performatif, à partir du moment où vous mettez le mot droitisation sur un phénomène, je veux dire, quand il arrive, ça signifie que vous dites, ah bah tiens, ça va vers la droite. Si vous considérez que de parler de l'immigration, c'est de droite, si vous voulez, bien sûr, quand les gens se préoccupent d'immigration, on se dit, ça va vers la droite. Mais moi, je dis surtout que cette grille de lecture ne nous aide plus à comprendre. C'est tout ce que je dis. Je dis que j'ai pas de haine pour le clivage droite-gauche. Je dis juste qu'il sert plus à grand-chose. Donc les glissements maintenant, oui, on a vu. Moi, j'ai vu, je peux vous le dire, par exemple, je participe depuis très longtemps à une émission de débat sur RTL avec des interruptions quand je me fais virer. Mais enfin, je veux dire, ça fait bien, ça doit faire 15 ans. Purée, oh là, c'est horrible. Ça fait donc à cette émission qui s'appelle On refait le monde. Et j'ai quand même vu, si vous voulez, le curseur. Il y a des trucs que j'essayais de dire il y a 5 ans, je ne finissais pas mes phrases. Voilà. Et maintenant, qui conteste aujourd'hui l'antisémitisme dans nos banlieues? Même Le Monde a vu la Vierge. Donc, si vous voulez, ça y est. Donc, si vous voulez, l'affaire, c'est que c'est pas, comme disait l'autre, il n'y a pas une droitisation de la société, mais il y a une droitisation du réel, si vous voulez. Mais ce qui se passe, c'est que moi, ça m'a beaucoup frappé a posteriori, en fait. C'est que le quinquennat Hollande a été quand même, malgré les attentats, malgré ces irruptions de réel quand même à répétition, ça a été le quinquennat de la dénégation. C'est-à-dire, on a mis les problèmes sous le tapis à peu près sur tous les plans. Et pour changer de sujet, la réforme du collège a été, si vous voulez, le point d'orgue de cette dénégation, parce que c'était vraiment mettre des mots, si vous voulez, sur un désastre. C'était essayer de recouvrir un désastre avec des mots, et tout le monde le voyait, que le grand-duc était nu, parce que c'était pas le roi dans le conte d'Andersen. Philippe Muret a rendu justice de cette erreur historique. C'est un grand-duc. Et si vous voulez, ça a été ça sur tous les plans Hollande. Donc vraiment, je crois que là-dessus, je dois vous dire que je ne peux pas, je ne vais pas dire que je préférais Hollande à Macron. Je suis très contente de Macron par rapport à Hollande. Je ne suis pas d'ailleurs, je veux dire, je ne suis pas enthousiaste de Macron, mais je ne suis pas non plus, je ne considère pas que nous vivions un désastre sans nom, si vous voulez. En plus, il est quand même en même temps, donc dans en même temps, il y a quand même deux branches. Ah bah oui, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'échiquier politique, j'ai juste dit qu'il ne s'orchestrait plus probablement. Écoutez, vous voyez bien que avec Macron travaillent des gens qui sont de droite et de gauche. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'opposition majeure entre Juppé et, je sais pas, Le Foll. Je veux dire, c'est des gens qui peuvent parfaitement bosser ensemble et qui vont le faire. Je veux bien qu'on s'accroche absolument au truc qu'on a connu quand on était petit, parce que le monde était ordonné par la droite et la gauche. Mais non, ça va, c'est en train de changer. Alors, après, on me dit qu'il y aura toujours des affects, si vous voulez, que ça correspond à des grands affects. Mais ces grands affects, ils nous traversent tous.
on est tous à la fois attirés par, on a tous le goût de l'avenir et le goût du passé en même temps, il me semble, non? Je veux dire, et on a tous, ce que je veux dire, des pulsions, enfin des besoins d'individus et des besoins dans la collectivité. Si vous voulez. Les clivages, à mon avis, passent vraiment dans chacun. Juste pour, je vais quand même vous répondre, mais il y a quand même, il y a une sociologie. C'est ça qui je crois est assez puissant. Et autour de Macron, si vous voulez, vous voyez bien que ça a totalement débordé le clivage droite-gauche. En revanche, il y a une sociologie assez cohérente. Pas complètement. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont là par conviction, les gens ne sont pas juste déterminés par leur place dans les processus de production. Mais, enfin, je ne le crois pas en tous les cas, mais malgré tout, si vous voulez, vous avez une classe sociale assez cohérente autour de lui, à mon avis, qui a des intérêts communs et des représentations du monde commun. Bon, donc ça ne veut pas dire qu'autour de ça, il y a cohérence, parce que vous avez aussi bien Mélenchon que Le Pen, que d'autres, que la droite Wauquiez. Mais malgré tout, vous voyez bien que dans la vraie vie, votre clivage droite-gauche, il n'existe déjà plus, il est mort. Alors d'abord, je ne crois pas du tout que Muret est un anti-moderne, c'est-à-dire, ça dépend ce qu'on appelle moderne, en fait. Parce qu'il y a un gros problème sur le mot moderne. Le vrai sens du mot moderne, c'est-à-dire un homme des Lumières, un homme de la modernité, si vous voulez, un homme de la modernité historique, de ce que Philippe appelait l'âge biblique, en quelque sorte, soit c'est ce que nous appelons, nous, un post-moderne. C'est-à-dire les modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos contemporains, en quelque sorte, ce sont des gens qui sont déjà homo festivus, c'est déjà plus un moderne, et festivus encore moins, si vous voulez. Donc je dirais plutôt que Philippe Muret, c'était un homme des Lumières malheureux. C'est un homme des Lumières qui a vu une sorte de pensée magique envahir le monde. Donc, et en ce sens, je me reconnais là-dedans. Sinon, non, réactionnaire, si vous voulez, j'arrive même pas à en discuter. Un réactionnaire, un vrai réactionnaire, si vous voulez, c'est quelqu'un qui voudrait, en gros, revenir à une société qui n'est pas le noir, mais qui est une société hiérarchique, si vous voulez, où la légitimité est de droit divin et non pas démocratique. Alors, en ce qui me concerne, non. Et je ne voudrais même pas, je vais vous chagriner un peu, allez, je ne voudrais même pas revenir à la société d'avant 68. Si vous voulez, je suis très très attachée à la liberté des mœurs et aux libertés de l'individu, jusqu'à un certain point évidemment. Mais je ne voudrais pas revenir à la société d'avant 68, si vous voulez, et en particulier pour les femmes. Je suis née dans un monde féministe, je suis née, j'ai grandi, j'ai vécu, je vis dans le monde de l'égalité. Ça ne veut pas dire, donc pour les malentendants, je précise, c'est pas pour vous que je dis ça, mais ça veut pas dire, c'est pour tous ceux qui feront un usage malveillant de cette vidéo, en essayant d'isoler un bout, ça ne veut pas dire que l'égalité est réalisée partout, ça veut dire qu'elle est la norme. Elle est la norme anthropologique, elle est la norme sociale, elle est la norme politique. Donc, je veux dire, donc dans 2 ou 3 générations, d'abord, on risque plutôt d'avoir le backlash et d'avoir ce que c'est qu'une société vraiment dominée par les femmes, et là on va pas rigoler, si vous voulez mon avis. Mais donc voilà, en ce sens, je suis féministe. Pour moi, la question de l'égalité ne se pose pas. C'est quand même un de mes désaccords avec Zemmour qui, au-delà de la blague, est quand même un gros désaccord. Et il y a quelque chose dans sa position qui me rend vraiment folle et qui en plus, si vous voulez, est assez loin de ce qui se passe dans la société. Je ne crois pas je ne crois pas à l'obligation totale de liberté. Je dis simplement que du point de vue des corps, voilà. Je veux dire, c'est aux religions d'apporter un peu de péché qui nous permettent d'avoir de la transgression et tous les délices qui vont avec. Si vous voulez, ça n'est certainement pas à l'État, du point de vue ni à l'État, et ni, si possible, l'emprise des familles, si vous voulez, sur les corps ne me semble pas souhaitable au-delà d'un certain âge. Je ne dis pas que les enfants de 10 ans doivent être autonomes, je dis simplement que la famille hiérarchisée telle qu'elle existait avant, vous ne seriez pas capable, mais pas un seul de ceux qu'on dirait qui serait capable de... Je les vois vivre autour de moi, je veux dire, pas un seul serait capable de s'y conformer. Un monde de l'entreprise extrêmement hiérarchisé, personne, je veux dire, et vous voyez, et en plus, il est d'ailleurs dans la réacosphère, le rôle des femmes est assez, me semble-t-il, massif. Donc, vous les voyez, si vous voulez, demander à leur tendre et cher époux si elles ont le droit de faire ceci ou cela. Vous imaginez Madeleine de Gessé demander si elle peut
faire tel ou tel acte à son mari, franchement, ou Eugénie Bastier, c'est une blague. Donc, si vous voulez, voilà, on vit dans ce monde-là, on vit dans un monde où, donc, si vous voulez, la question des droits individuels me semble effectivement importante. Vous, à mon avis, ce que vous visez, c'est l'extension des droits indéfinis des groupes, des minorités, et l'extension, si vous voulez, à un point qui est effectivement, à mon avis, absurde. Je veux dire, donc, je ne crois pas, je ne veux pas, si vous voulez, l'idée que tout le monde doit décider de tout à chaque instant, que peut rebattre les cartes de tout, ça me semble en plus être une promesse vraiment abusive qu'on fait aux gens, vous voyez. Vous me demandez quel journalisme je défends, non. Je pense qu'il y a toutes sortes de journalisme, et il y en a que je ne pratique pas, mais que je défendrai aussi, vous voulez, et qui ne sont pas ceux que je fais. Je pense qu'il faut vraiment du journalisme d'information, d'enquête, de reportage. Oui, d'investigation dans ce sens-là, c'est-à-dire pas l'investigation consistant à aller chercher les trucs des flics, mais aller au fond, aller dans la société. Moi, je serais plutôt une reporter idéologique, c'est-à-dire que ma matière, ce sont les idées. Mais j'aime bien, d'abord, j'aime beaucoup faire du reportage quand je peux en faire. Maintenant, la question de l'opinion. À mon avis, le rôle vraiment de base, si vous voulez, du journalisme, c'est de rendre le monde autour de nous un peu plus intelligible, un peu plus de donner des clés d'interprétation, de donner des éléments d'information qui permettent des éléments de contexte, qui permettent de comprendre ce qu'on a autour de nous. Ce faisant, ne soyons pas, si vous voulez, stupides, et surtout ne soyons pas, pour le coup, rétrogrades, ne faisons pas comme s'il n'y avait pas eu de sociologie, pas de réflexion là-dessus. On sait très bien, si vous voulez, à quel point le regard de l'observateur influence l'observation. Donc, un journaliste, si vous voulez, il a des opinions. La question n'est pas est-ce qu'il doit ou pas en avoir. Vous connaissez un être humain qui n'a pas d'opinion? Donc un journaliste étant un être humain, enfin pour la plupart d'entre eux, donc un journaliste a des opinions. La question qui se pose, c'est est-ce que vous présentez ces opinions comme des vérités parce que vous-même, vous ne savez même plus que vous avez mis un mouchoir par-dessus, si vous voulez, vous avez oublié, vous savez même plus que ce sont vos opinions, vous pensez que ce sont des vérités. Si vous voulez, en toute bonne foi, vous pensez que, je sais pas, toutes les conneries qu'on entend toute la journée, tous les lieux communs, si vous voulez, que 100% des femmes ont été harcelées, c'est même pas une opinion, non, là c'est une fake news. Alors que vous pensez que, par exemple, la libération de la parole, c'est forcément bien. Vous avez oublié d'ailleurs qu'il y a 2 ans, la libération de la parole, c'était affreux. Ce que disait tout le monde, mais peu importe. Et vous répétez à l'antenne, si vous voulez, alors, est-ce que la France est en retard dans la libération de la parole, ce qui est déjà une opinion, parce que ça veut dire, si vous voulez, que c'est en soi un bien. Or, si vous voulez, sur toutes sortes de sujets, mais évidemment, sur Balance ton port, ça a pris des proportions inimaginables. Si vous voulez, c'est intégré déjà dans le questionnement des journalistes. Moi, la seule chose que je demande, c'est pas du tout que les journalistes n'aient pas d'opinion. Ça me semble encore... Quelqu'un qui n'a pas d'opinion, il a toujours les opinions de tout le monde, en fait. Donc, mais c'est qu'ils sachent où sont leurs opinions. Je crois qu'à partir de là, je veux dire, les gens sont tout à fait capables de comprendre, comment dire, comprendre une analyse, de voir d'où elle vient. Votre opinion, ça ne veut pas dire que vous allez mentir sur ce que vous avez vu. D'accord? Mais simplement, vous avez bien, si vous voulez, je ne sais pas, quelqu'un qui voit des prières de rue, selon s'il est, et je le dis là, pour le coup, s'il est plénélien dans sa façon de voir les choses, il verra ça, soit éventuellement comme une réaction identitaire à l'oppression française, éventuellement s'il trouve qu'il y a quelque chose à redire, sinon peut-être comme une merveilleuse expression de la diversité française. Moi, je vais voir des prières de rue, si vous voulez, je vais les voir comme une contravention à la loi, si vous voulez, et une provocation islamiste. Vous voyez bien qu'on voit on voit le même truc. Oui, ça me semble pas honnête, si vous voulez, quand on écrit, c'est vraiment une façon de formuler ses propos, de faire comme si vous voulez, ce que vous pensez, ça n'est pas la vérité. Voilà. Ça, je pense que c'est la seule chose, la seule règle en fait que devraient s'imposer des journalistes, et aussi de lire un peu plus de livres, comme le fait Daoud, qui ne fait que lire et écrire. Donc, non mais je dis ça pas du tout au hasard. Ce qui fait son talent, c'est parce qu'il lit beaucoup de livres. Voilà. Ben, mes camarades ne font rien. En réunion de rédaction, on rigole bien. Qu'est-ce qui me fait rire aujourd'hui? Philippe Muret. Excusez-moi, ça me fait toujours rire. Quand je le lis, des fois j'éclate de rire dans mon lit, je me marre. Non, mais Guillaume Meurice me fait rire parfois. Voilà, ça, dans les humoristes de France Inter, franchement, je crois que c'est
le seul qui me fasse quand même rire, parce qu'il est vraiment grinçant. Donc, mais c'est toujours quand même sur les mêmes cibles. Sinon, qu'est-ce qui me fait rire? Mais je me marre tout le temps, en fait. Ce qui me fait rire, c'est la vie. C'est ce qui me fait rire quand je vois, par exemple, avec Alain Finkielkraut, on a beaucoup rigolé à la dernière émission parce qu'il a lu l'article qu'il avait découvert en même temps que Philippe Roth portant sur les crimes de Elie Wiesel. Et alors, c'est un truc invraisemblable. Une fille qui dit qu'elle a été traumatisée pendant 20 ans parce que Elie Wiesel aurait laissé sa main descendre sur sa fesse, ce qu'elle décrit avec force de détail. Tout ça habillé, hein. Donc, si vous voulez, bon, et ben voilà, les ridicules de l'époque me font rire. Voilà. L'esprit de sérieux me fait rire, les pompeux me font rire. Pascal Clark me faisait rire à la grande époque quand elle annonçait l'arrivée des nazis tous les jours dans son bunker de France Inter. Et voilà, mais on a perdu quand même quelques adversaires. On rigole moins dans les débats, on s'engueule moins, c'est devenu plus... Mais moi, je m'engueule avec mes amis tout le temps. Non, mais ça me semble important. À causeur, il n'y a pas une ambiance petit doigt sur la couture du pantalon où tout le monde doit penser pareil. J'étais d'ailleurs très contente que sur Balance ton port, d'habitude, il y en a toujours un qui braille en disant oh, quand même. Alors à ce moment-là, je lui dis écris. Et là, l'unanimité a régné dès le début. Mais en réalité, je pense que sur cette affaire, ça c'est intéressant aussi. Ça, c'est un truc de l'époque. Sur cette affaire, on est sous l'influence de petits groupuscules, de minorités radicales et excitées, si vous voulez, et en réalité, je suis à peu près sûr que nous avons la majorité de la société avec nous. Voilà. La Corrèze.